Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder les verbes. Alors ne vous inquiétez pas, ce sera nettement plus facile que la dernière fois. Les verbes en latin fonctionnent à peu près comme les verbes en français, hein. Il y a des différences, on va les voir, mais elles sont pas très nombreuses, donc n'ayez crainte. C'est pas comme les déclinaisons. Alors là, on va voir trois temps, en fait. Le présent, l'imparfait et le futur. Alors il y a d'autres temps en latin. Pourquoi seulement ces trois temps? Parce que c'est les temps de l'infectum. Et en fait, c'est les seuls temps qu'on va voir pendant cette série de leçons, parce qu'il y aura beaucoup à en dire, étant donné qu'il y a en latin 5 groupes de verbes, et que pour tous les aborder, on ne peut pas tous les aborder en même temps, même si on va voir qu'ils fonctionnent un peu de la même manière. C'est pourquoi en latin, les verbes, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc ce sera une leçon assez facile, hein, ça vous permettra de vous reposer un peu. Voilà. Après la leçon très difficile de la dernière fois. Alors commençons. On va commencer par quelques considérations générales sur les verbes en latin et en français, hein, comparaison comme je le fais souvent. Alors en français, le verbe se décline suivant un temps, passé composé, futur présent, un mode, subjonctif, indicatif, infinitif, une voix, active ou passive, et éventuellement une personne. Sachant que se décliner, ça veut dire changer tout simplement. Donc vous voyez que en français, les verbes changent souvent de désinence. Donc on dit qu'ils se déclinent en grammaire. Voilà. La déclinaison, c'est pas seulement réservé au nom latin. Alors un temps, je suppose que vous savez déjà ce que c'est, hein. Pas besoin de réexpliquer ça, je pense. Franchement, voilà, en français, on situe un verbe dans le temps grâce à des désinences spéciales. Par exemple, on va utiliser les désinences de l'imparfait, il chantait au lieu de il chante pour situer le verbe dans le passé. Voilà. Alors un mode, c'est un peu difficile à définir, hein. Peut-être que vous ignorez exactement ce que c'est. En français, il y a aussi le conditionnel, en plus des verbes des modes pardon, que j'ai cités. Il y a aussi le conditionnel, l'impératif, le participe, le gérondif aussi. Si, je vais pas du tout en parler pour l'instant. Donc un mode, ça permet de donner une sorte de d'intention dans le verbe. Par exemple, on va utiliser l'impératif pour donner un ordre, hein, ou on va utiliser le conditionnel pour mettre une nuance de doute. Voilà. Alors une voix, c'est ça situe comment on se situe par rapport au verbe. Si on subit l'action, on va utiliser le passif. Si on l'a fait, on va utiliser l'actif. Je mange, actif, puisqu'on fait l'action. Je suis mangé, passif, puisqu'on subit l'action. En latin, c'est important de bien comprendre ce que c'est, étant donné que les latins ne forment pas du tout le passif comme nous, enfin généralement pas comme nous. Nous on le forme avec l'auxiliaire être. Les latins, eux, c'était directement intégré à la désinence. Alors ça, bon, je vais pas en parler dans cette série de leçons, on verra ça plus tard. Alors, et une personne, hein, je suppose que vous savez déjà ce que c'est. Première personne du singulier, deuxième personne du singulier, etc., hein. En français, on va surtout utiliser les pronoms personnels pour dire la personne. Je parle, tu parles, il parle. Parle, c'est toujours pareil, sauf à la première personne du pluriel, et la deuxième personne du pluriel. C'est surtout le pronom personnel qui dit, qui indique la personne. Mais en latin, c'est pas du tout comme ça, hein. C'est comme en espagnol ou en italien, qui sont restés beaucoup plus fidèles au latin de ce point de vue-là. Euh, la personne est indiquée par la désinence, presque entièrement. Il y a très rarement des désinences ambiguës, comme en français. C'est également vrai en latin, mais les temps et les modes ne sont pas exactement les mêmes. Donc, en latin, contrairement à ce qui concerne les noms, pardon, on peut vraiment partir du français, mais il faut savoir qu'il y a des nuances, que c'est pas exactement pareil, on verra ça tout au long. Mais bon, contrairement au nom, vraiment, vous pouvez partir du français hein, pour les emplois des verbes, des choses comme ça. Voilà. À la différence du français, les pronoms personnels sujets, je, tu, il,
ne sont pas obligatoires, ne servant qu'à insister. Ego amo signifie moi j'aime plutôt que j'aime. Alors ça c'est très important. Le latin c'est comme aujourd'hui l'espagnol ou l'italien. Le pronom personnel n'est pas du tout obligatoire. Ils existent, hein, les pronoms personnels, mais ils sont dispensables. Et donc généralement on les verra pas. Il existe en latin deux catégories de temps, ceux qui relèvent de l'infectum, inachevé en latin, et ceux qui relèvent du perfectum, achevé. Alors ça c'est un point important, je vais vous expliquer tout de suite ce que ça signifie exactement. Alors, l'infectum, infectum vs perfectum. Le présent, le futur et l'imparfait sont les temps de l'infectum. Les temps du perfectum sont le parfait, le futur antérieur et le plus que parfait. Donc là, je vous cite tous les temps latins. L'infectum comporte les temps impliquant une action en cours, perfectum, les temps impliquant une action finie. Donc voilà la principale différence entre les temps de l'infectum et les temps du perfectum. En fait, il y a deux sortes de temps en latin, ceux qui relèvent de l'infectum et du perfectum. Ceux qui relèvent de l'infectum, généralement, parlent d'une action finie. Ceux qui relèvent de l'infectum, généralement, parlent d'une action en cours. Alors que ceux qui relèvent du perfectum évoquent une action finie. Donc le présent, le futur, l'imparfait, hein, en français comme en latin, c'est une action qui n'est pas finie, hein. Vous voyez, je finissais mes devoirs hier, finissais, c'est dans le passé, l'action n'est pas finie. Je finirai euh, mon, mon gâteau, exemple idiot, je finirai mon gâteau dans le futur, c'est pas fini. Et je finis mon devoir, pareil, c'est pas fini dans le présent. Alors que le plus que parfait en français comme en latin, j'avais fini mon devoir, là c'est quelque chose de fini dans le passé. J'aurais fini mon devoir, c'est fini dans le futur. Et alors le parfait qui est à peu près l'équivalent du passé simple et du passé composé en français, euh, j'ai fini mon devoir. Bon là c'est contestable, hein, c'est un peu compliqué, mais disons que dans le langage courant on va voir ça comme quelque chose de fini dans le passé. Voilà. Même si en théorie, grammaticalement c'est plutôt quelque chose de fini dans le présent, mais ça je vais pas en parler parce que c'est un peu compliqué. Un verbe peut posséder deux radicaux différents, l'un propre au temps du perfectum et l'autre à ceux de l'infectum. Voilà donc pourquoi la différence entre le perfectum et l'infectum est importante. On va voir un exemple juste après. En fait, selon qu'un temps est à l'infectum ou au perfectum, le radical du temps sera potentiellement différent. Pas toujours, mais souvent il sera différent. On présente donc dans le dictionnaire les verbes ainsi. Première personne du présent, première personne du parfait, pour distinguer les temps de l'infectum de ceux du perfectum, plus supin plus infinitif. Alors l'infinitif, je suppose que vous savez ce que c'est, le supin sûrement pas. Alors c'est un peu compliqué, donc honnêtement j'ai pas envie de vous expliquer ça tout de suite. En fait, un verbe en latin va potentiellement avoir trois radicaux différents. L'un des temps de l'infectum, l'autre des temps du perfectum, et un troisième propre au supin. Voilà. Donc c'est pour ça que dans les dictionnaires, on voit aussi le supin en plus de l'infinitif. Non, le supin n'a aucun rapport avec les sapins. Moi aussi, c'est ce que je pensais la première fois, mais ça n'a vraiment aucun rapport. Exemple avec le verbe capio. Là, vous voyez un extrait du capio. Capio, kepi, radical différent. Captum, radical encore différent. Ere, sous-entendu capere. Alors là, ce que vous voyez, c'est le premier groupe de verbes au temps de l'infectum. Présent, imparfait, futur. Alors en tout, je vous l'ai dit, il y a 5 groupes de verbes en latin. Là, ce qu'on voit, c'est le premier. On va aussi voir juste après le deuxième. On va pas voir les trois autres parce qu'il y a quelques différences dans la construction, alors que le premier et le deuxième sont très similaires.
Donc, ce que vous voyez en bas de première conjugaison, là, c'est la façon dont se présenterait le verbe dans le dictionnaire. Première personne du singulier au présent, première personne du singulier au parfait, supin et infinitif. Alors là, je vais essayer de comparer avec les langues romanes, hein, en particulier le français évidemment, mais aussi l'espagnol et l'italien si jamais vous les connaissez, ça pourrait vous aider. En fait, j'ai mis les désinences qu'on retrouve toujours, quoi qu'il arrive, sauf au futur, mais ça on en reparlera, mais au présent à l'imparfait, on va toujours retrouver ces désinences-là pour tous les groupes de verbes. Donc le O de la première personne du singulier, le S de la deuxième personne du singulier, le T de la troisième personne du singulier, on va toujours les retrouver, quoi qu'il arrive. C'est au présent de l'indicatif. Par contre, ce que j'ai mis en bleu, c'est ce qu'on appelle la voyelle thématique. C'est-à-dire la voyelle qui va faire la différence entre les différents groupes de verbes. Mais on verra ça juste après on pourra faire une meilleure comparaison quand on aura l'autre groupe de verbes. Alors cette première conjugaison, il faut savoir également que en français, elle a donné le premier groupe de verbes. Donc tous les verbes qui finissent par er en français à l'infinitif, comme aimer, hein, viennent de cette déclinaison-là. Donc maintenant, je vais essayer de vous décrire plus avant euh, les désinences et faire une comparaison avec le français. Hameau, vous voyez que ça a vraiment bien subsisté dans la plupart des langues romanes, notamment en espagnol et en italien. La terminaison o, hein. En espagnol, je crois que le verbe c'est amar et ça se dit amo aussi, la première personne du singulier. Donc, mais par contre, ça a disparu en français. Ça a souvent été remplacé par e. En ancien français, on disait j'aime, on allait dire ça aime, mais le e a cessé d'être prononcé généralement. Donc ça finit par plus rien donner. Hamas, alors là on retrouve le S qu'on a conservé en théorie en français, on le voit toujours dans l'orthographe, mais de fait on ne prononce plus jamais, hein, sauf éventuellement dans le langage soigné, dans les liaisons, mais sinon on ne prononce plus. Mais sachez que en ancien français on le prononçait bien, hein, toujours, et ça vient donc du latin, de cette terminaison-là. Et c'est toujours très prononcé en italien, pas en italien pardon, mais en espagnol. Amat. Alors le T final n'est plus prononcé en espagnol ou en italien, mais on peut toujours le retrouver dans l'orthographe du français, euh, dans les verbes du deuxième ou du troisième groupe, comme vous le savez. Ça vient de là, hein. Sachant que malheureusement, je sais pas si c'est malheureux, mais en tout cas ils sont plus prononcés, sauf éventuellement de même dans les liaisons, mais même là c'est vraiment des liaisons savantes, hein. Alors sachez également que le français a conservé ce T beaucoup plus longtemps que les autres langues romanes qui l'ont perdu très tôt. Nous, en français, on l'a conservé jusqu'au milieu du Moyen Âge, voire à la fin du Moyen Âge. Il a cessé d'être prononcé dans ce ton, me semble-t-il, dans le 15e, 16e siècle, pardon. Amamos. Alors ça, c'est une grande postérité dans les langues romanes. Euh, en espagnol, on va dire, comment on va dire déjà? Amamos, je crois. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait en espagnol. Et je me rappelle qu'en italien, c'est très similaire. Donc, dans les langues romanes, pardon, ça a une grande postérité. Par contre, pas en français, étant donné qu'on a adopté une autre désinence en on, qui viendrait peut-être du gaulois, pas certain. En tout cas, ça n'a subsisté que dans les désinences du passé simple. Ou zemam, voilà. Mais on n'emploie plus, en effet. Mais ça vient de là aussi. Donc la première personne du pluriel du passé simple vient de là. Enfin, pas du présent, mais en tout cas, j'ai cette désinence-là qu'on retrouve aussi au parfait en latin. Amatis. Alors Amatis, de même en espagnol, en italien, c'est resté très similaire. Et en français, malgré les apparences, mais là, faut vraiment
Il faut vraiment bien connaître la linguistique pour revoir, hein, mais c'est là que vient la désinence du français. Vous aimez, à l'origine, en ancien français, jusqu'au 11e, 12e siècle peut-être, ça se disait vous aimez, puisque en ancien français, comme en allemand aujourd'hui, le Z se prononçait TS. C'est pour ça qu'en fait, il y a EZ à la fin, non pas juste un E accent aigu. Mais on l'a contracté, donc aujourd'hui ça ne se voit plus. Mais de même, on peut toujours au passé simple voir encore cette désinence. Amant, alors là, le rapport est plus évident. On voit qu'en français, le verbe, on dit ils aiment ENT à la fin, on prononce plus le ENT, mais à l'origine en ancien français, de même c'était prononcé, aimant, ou quelque chose comme ça. Donc, en français, ça a une postérité, mais comme la deuxième personne du pluriel, la prononciation s'est perdue et ne s'est conservée que dans l'orthographe. Et de même, on peut toujours trouver la postérité en italien, en espagnol. En espagnol, je crois que la troisième personne du pluriel, c'est aman. Alors, les désinences de l'imparfait, maintenant. Les désinences de l'imparfait ont également abouti aux désinences de l'imparfait en français. Mais, comme souvent, ça ne se voit plus tellement. Donc, j'aimais, ça se finit par AIS en français. Franchement, on voit pas trop le rapport avec Amebam, bien si ça vient de là. Aïs, en fait, c'était prononcé jusqu'au milieu du Moyen Âge, 11e, 12e siècle, et c'était une contraction de Abam. Bon, honnêtement, je sais pas exactement comment on est parvenu à ça, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose comme ça. En fait, la désinence est beaucoup, beaucoup mieux conservée en espagnol et en italien. En espagnol, je crois que ça va se dire amaba, l'imparfait, la première personne du singulier de l'imparfait. Et en italien, ça va être amava, je crois, si je ne m'abuse. Après, on retrouve tout simplement les mêmes terminaisons que précédemment au présent, hein. La seule chose qui fait difficulté, c'est ce âme à la place du o de la première personne du singulier au présent. Mais sinon, c'est toujours, on rajoute bas et on met les mêmes désinences. Donc, amas, ça fait amabas, amat, ça fait amabat, amamous, ça fait amabamous, etc., etc. La seule difficulté, je répète, c'est Amabam qui fait pas Amabo mais Amabam. Alors en fait le futur, ça a absolument rien donné par contre dans les langues romanes, la façon de former le futur du latin. Étant donné que le futur des langues romanes provient d'une, en tout cas en français, en italien et en espagnol, c'est pas pareil en roumain je crois, provient d'une façon périphrasique euh, de former le futur dans une langue un peu informelle, mauvaise, qui consistait à rajouter à l'infinitif du verbe euh, une espèce d'auxiliaire avoir. Donc, par exemple, le futur, la première personne du singulier du futur, on n'allait pas dire amabo, souvent on allait dire amare abeo. Abeo, c'est la première personne du singulier du verbe avoir. Bref, c'est pour ça que j'aimerais, on peut le voir encore, hein. En français, l'infinitif c'est aimer, A-I-M-E-R. La première personne du singulier du verbe avoir c'est est, AI. Donc j'aimerais, aimer, l'infinitif du verbe aimer, plus est. Donc j'aimerais. Tu aimeras, de même, c'est l'infinitif du verbe aimer plus la deuxième personne du singulier du verbe avoir. Alors ça marche pas toujours, hein, pas la première personne du pluriel, on a fait une contraction. Mais voilà, donc ça vient de là, ça vient de infinitif du verbe plus verbe avoir après le verbe. La façon dont on forme le futur maintenant, dans les langues romanes, en tout cas occidentales. Alors en latin, on va utiliser un suffixe en be comme pour l'imparfait, sauf que le a va être le plus souvent remplacé par un i, ou un ou à la troisième personne du pluriel, ou un o
à la première personne du singulier. Alors j'éviterai de citer la troisième personne du singulier pour éviter de donner du foin au mauvais plaisant. Mais de toute façon, j'ai tout dit, hein. C'est pas bien compliqué donc. Voilà, Amabo, Amabis, Amabimos, Amabitis, Amabunt. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors le deuxième groupe maintenant, avec le verbe déléo, détruire. C'est le premier qui me soit venu à l'esprit, hein. C'est pas que j'ai un tempérament tellement anarchiste, mais voilà. Donc je vais pas revenir dans le détail de comment c'est formé quoi et tout ça, hein. Sachez que juste ce groupe de verbes, ça aboutit, je crois, au deuxième ou au troisième groupe en français. La différence avec le groupe de verbes qu'on vient de voir, c'est que la voyelle thématique se maintient à la première personne du singulier. Donc on va pas dire délo, on va dire déléo. Sinon, la seule chose qui change, c'est la voyelle thématique. Rien d'autre. Donc, si on remplace le A par un E, ça va être toujours la même chose. Sachant, dernière chose, que le E est long, alors que dans la troisième conjugaison, troisième groupe de verbes, le E est court, et ça va faire une grosse différence, on verra ça plus tard. Donc, revenons sur tout ce que j'ai dit. Le futur, l'imparfait et le présent ont à peu près les mêmes usages en français et en latin. Voilà, ça c'est pas la peine d'y revenir. Il y a des différences, hein, mais franchement elles sont minimes, il faut vraiment consulter des livres très spécialisés pour les voir. Au temps de l'infectum, les verbes des deux premiers groupes ont la même désinence quand on les conjugue. Au présent, OST, MOUST, T. À l'imparfait, BAM, BAS, BAT, BAMUS, BATIS, BANT. Au futur, BO, BIS, BIT, BIMUS, BITIS, BUNT. Ce qui change, c'est la voyelle thématique entre ces désinences et le radical. Dans le premier groupe, il s'agit de A, dans le deuxième, de E. Voilà. Pas la peine de revenir dessus, hein. La seule chose qui change entre ces deux groupes, c'est cette voyelle thématique. Si on accepte la première personne du singulier du présent, qui, qui montre une différence. De même, la forme de l'infinitif correspond à radical plus voyelle thématique plus ré. Donc, amarré, le radical c'est am, la voyelle thématique c'est a, donc ama, et la désinence c'est ré, donc amarré. Alors le vocabulaire maintenant. Alors amarré a donné aimer en français. L'espagnol et l'italien sont restés beaucoup plus proches, hein. L'italien on dit carrément amarré. Cogitare ça donnait, enfin, ça se traduit par penser. On dit cogiter, même si c'est un peu familier. Clamare, ça se traduit par crier en français. C'est de là que vient réclamation, clamer. Curare, ça se traduit par soigner. On dit une cure de désintoxication par exemple. Dare, c'est de là que vient donner en français. Ne me demandez pas comment. Honnêtement, je sais pas. Errare, ça se traduit par se tromper. Donc c'est de là que vient erreur, hein. Voilà, c'est pas la peine que je vous fasse un dessin. Imperare, ça se traduit par ordonner, sachant que c'est ce mot qui a donné en fait empereur. À l'origine, empereur ça se dit imperator en latin. À l'origine c'était un titre qu'on donnait au général victorieux. Peut-être parce qu'ils avaient bien ordonné des choses, enfin, je sais pas. En tout cas c'est ce titre-là qu'on leur donnait. Et ensuite les premiers empereurs ont adopté ce titre pour prénom. Et donc c'est devenu une sorte de titre régal avec le temps, même si au départ c'était pas censé être le cas. Yuware, ça signifie aider. Est-ce que le français vient de là? Peut-être bien, mais j'en suis pas sûr du tout. Non, je pense pas. On dit un adjuvant, quelque chose qui aide. Voilà, ça vient de là. Laborare, ça signifie travailler.
Il me semble qu'en italien, on dit toujours lavorare, lavorare, bref. On dit labourer une terre, c'est de là que ça vient, un labeur. Laudare, louer, c'est de là que ça vient, le mot louer. Negare, ça signifie nier. Encore une fois, c'est de là que ça vient. On dit une négation. Nuntiare, ça signifie envoyer. On dit un nonce papal. Comme je vous ai déjà dit, je crois. Oui, il y avait déjà un mot comme ça. Orare, ça signifie prier, hein. C'est pour ça que on dit oratoire, pour un endroit où on prie. Et je crois que ça se dit toujours comme ça en espagnol ou en italien. Les orages en espagnol. Parare, ça signifie préparer. Le français vient de là avec le préfixe pré, qui vient de prae en latin. Pugnare, ça signifie combattre. On dit quelqu'un de pugnace pour dire qu'il combat bien, qu'il est prêt à combattre. Putare, penser. On dit imputer une action à quelqu'un. Ça veut dire penser qu'il a commise. Rogare, demander. C'est de là que vient interrogation. Inter, c'est un préfixe. Et rogation, ça vient de rogare. Rogatio en latin. Spectare, regarder. On dit un spectacle. C'est de là que ça vient. Sperare, espérer. Alors c'est de là que ça vient en français, bien évidemment. Sachant que en français comme en espagnol, on a eu tendance, quand en latin un mot commençait par une double consonne de cette sorte, par rajouter un préfixe E. Donc c'est devenu esperar en espagnol et espérer en français. Sachant que en ancien français, on n'avait pas à dire prononcer ça espérer, mais espérer. Et d'ailleurs, dans les liaisons, normalement, si on fait des bonnes liaisons, si on fait des liaisons savantes, on prononce toujours le R devant le voyelle. Vocare, ça signifie appeler. On peut penser à invoquer. Alors, exercice maintenant. On va commencer en fait. Là, c'est ce qu'on va faire tout le temps maintenant, les exercices de version et de thème. Donc on va commencer par la version. Dans la version, je vais vous demander de traduire le texte. Et ensuite, dans le thème, ce sera exactement le même texte que vous devrez cette fois retraduire en latin. Sachant que, étant donné que vous aurez déjà lu le texte, ce sera nettement plus facile de faire du thème, évidemment. Pour ça que je vous le demande, sachant que le thème est très difficile. Mais pour moi, c'est intéressant de faire les deux. En fait, là, ce qu'on va faire en exercice, c'est ce que vous allez toujours faire maintenant en tant que latiniste. C'est-à-dire traduire des textes. Alors là, il est déjà nécessaire que je vous avertisse de quelque chose en plus, c'est que en latin, il faut toujours analyser les phrases. C'est-à-dire, on ne peut pas en latin, ce qu'on a tendance à faire quand on est débutant, juste partir de sa logique du français et affronter la phrase bravement. Non, non. Là, on va droit dans le mur. Ça marche pas du tout et on peut faire ça 10 ans, ça marchera toujours pas. C'est impossible, très difficile de progresser en latin comme ça. Donc on est obligé d'analyser les phrases, c'est-à-dire de voir d'abord tout simplement voir où se situe la phrase. Bon, heureusement il y a la ponctuation qui nous aide. Ensuite de voir où est le sujet. Ensuite où est le verbe. On peut commencer par le verbe aussi, hein. Ensuite, où est le complément d'objet direct. Puis là, on voit tout ce qui va autour de tout ça, c'est-à-dire complément du nom, complément circonstanciel divers. Bref, ça peut paraître ennuyeux, mais on est obligé de faire comme ça. Si on ne le fait pas, on ne progresse pas, on va droit dans le mur. C'est comme, je sais pas, essayer de traverser un mur en se jetant la tête la première contre sans arrêt pendant 10 ans. Voilà. Si vous voulez percer un mur, il faut faire preuve d'ingéniosité, prendre différents instruments, hein, pas taper comme un contu. Voilà. Et bien partir de sa logique du français pour lire le latin,
c'est comme taper comme un idiot contre un mur sans arrêt. Au bout d'un moment, on aura les mains en sang, on en aura marre. Et donc, on arrêtera de l'attendre. Et il faut pas que ça vous arrive, hein, si vous êtes motivé. Donc, faites toujours comme ça. Donc, je vais vous laisser 5 secondes pour lire ce minuscule texte, sachant que, encore une fois, je vous préviens, dernière chose, après j'arrête de jacter. Euh, Personnellement, j'ai horreur de l'humour, de la fantaisie, de toutes des choses comme ça, donc je préfère rester au plus près de l'histoire. Voilà. Donc là, tous les textes que je vais vous donner, faudra pas s'attendre à beaucoup d'humour, faudra pas s'attendre à beaucoup de fantaisie. Ce sera au plus près de l'histoire, ce sera comme si on était à l'époque romaine, tout simplement. Donc là, je vous donne 5 secondes pour bloquer la vidéo et ensuite je vous traduirai. Claudius saepe servus observabant. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On voit où est le sujet, où est le verbe. Le verbe, je vous l'ai mis en bas, c'est observabant, qui signifie observer. Donc, et il y a un sujet, c'est Claudius, puisque ça se termine par us, qui est la désinence du nominatif, donc du sujet. Donc, Claudius observait, et là, on va chercher l'accusatif. L'accusatif, c'est soit soit os dans la deuxième déclinaison, la terminaison. Donc, os, là on voit un os, donc on sait que ça va être accusatif. L'accusatif, c'est le cas du complément d'objet direct. Donc, on sait que c'est le complément d'objet direct au pluriel. Là. Donc, ça signifie Claudius observait les esclaves. Et saepe, c'est un adverbe, comme on a vu, qui signifie souvent. Donc ça signifie Claudius observait souvent les esclaves. Alors à l'époque romaine, en fait, les maîtres faisaient souvent ça. Comme ils n'avaient pas forcément grand-chose à faire, il fallait bien que, voilà, ils s'occupent un peu. Et donc observer les esclaves faisait partie de leurs occupations favorites. Semper putabat, servi non bene laborant, fortasse grossodiant, Hercule non amos servos, mox torebut et frebunt. Alors semper putabat, putabat c'est le verbe, et semper, hein, c'est un adverbe, donc ça signifie toujours. Donc il est invariable, hein, toujours. Donc il pensait toujours. Alors servi non bene laborant. Donc il nous reste plus maintenant qu'à trouver le nominatif. Et le nominatif, ça va être servi. Étant donné que il se termine par i, qui peut être soit un génitif singulier, soit un nominatif pluriel ou un vocatif pluriel, mais là, génitif singulier, ça n'a strictement aucun sens, hein. Donc, on va en faire un nominatif pluriel, pardon. Donc, les esclaves travaillent et non bene, pas bien. Non et bene, c'est invariable. Fortasse grossodiant. Alors là, on retombe sur ce qu'on a vu précédemment. On n'est pas obligé de mettre les pronoms personnels en latin avec les verbes. Donc, comme là, de toute façon, on n'en voit pas hein, de sujet, donc on sait que le sujet est inclus en fait dans le verbe. Il travaille, il déteste, pardon, odiant. Fortasse, c'est un adverbe qui signifie peut-être. Et agros, comme ça se finit par os, qui est la terminaison de l'accusatif pluriel, ça va toujours être os. Enfin, os va toujours être la terminaison de l'accusatif pluriel. Donc, peut-être qu'il déteste les champs. Hercule non amos seros. Hercule, c'est une interjection, donc c'est un variable et ça signifie pas Hercule. Amo, c'est le verbe, hein, encore une fois là, le sujet est inclus dans le verbe, donc j'aime. Et c'est rose, comme je vous l'ai déjà dit, ça va être, c'est toujours rose, la terminaison de l'accusatif pluriel. Donc non, ça veut dire pas, non pas, comme j'ai mis. Donc, par Hercule, je n'aime pas les esclaves. Mox tolebunt et frebunt. Mox, c'est un adverbe qui signifie bientôt.
comme je l'ai mis, de Deleboot et Flabunt. Deleboot, encore une fois, là, le pronom personnel est inclus dans le verbe. Donc, bientôt, ils souffriront et pleureront. Alors maintenant, je vais terminer par une phrase, on termine par une phrase un peu plus compliquée. Statim agorum servis flagelo iubebat magis laborare. Alors là, est-ce qu'on voit un nominatif qui montrerait le sujet? Non, on n'en trouve aucun. Donc, on sait que le sujet est inclus dans le verbe. Donc, alors maintenant, on va chercher un complément d'objet direct. On va pas en trouver. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? On va chercher un complément d'objet indirect. Ça reste un complément d'objet. Et en latin, comment on fait le complément d'objet indirect, hein? Avec le datif. Donc, est-ce qu'on voit un datif là-dedans? Oui, avec servis. La terminaison is, c'est soit l'ablatif, soit le datif. Mais comme ici l'ablatif seul n'aurait aucun sens, on va dire que c'est un datif. Donc, il ordonnait aux esclaves, il ordonnait quoi? Il y a un verbe à l'infinitif à la fin, donc on sait que c'est certainement ça. Travailler, laborare, travailler. Donc, il ordonnait aux esclaves de travailler. Magis, c'est un adverbe qui signifie plus, donc il ordonnait aux esclaves de travailler plus. Statim, c'est un adverbe qui signifie aussitôt. Aussitôt, il ordonnait aux esclaves de travailler plus. Alors qu'est-ce qui reste maintenant? Est-ce qu'il reste quelques mots? Agorum et flagello. Ça va être des compléments. Donc, agorum, on sait que orum, ça indique toujours le génitif pluriel, ça y a aucun doute. Aussitôt, et comme là, honnêtement, ça peut être que les esclaves dont ça parle, hein, puisque comme je vous ai dit, le génitif est souvent accolé. Est-ce que je vous l'ai dit d'ailleurs? Peut-être pas, mais en tout cas, le génitif est toujours, presque toujours accolé au nom sur lequel il porte. Donc, aussitôt, il ordonnait aux esclaves des champs, puisque ager ça signifie champ, c'est un génitif pluriel, de travailler plus. Alors, il reste encore un mot, flagello, ça se termine par o, donc c'est soit un datif singulier, soit un ablatif singulier, comme pour le fouet, au fouet, ça veut rien dire du tout. Donc on sait que c'est pas un datif, c'est forcément un ablatif et un complément circonstanciel de moyen. Donc avec un fouet. Donc traduction. Statim aussitôt, iubebat, il ordonnait à qui? Aux esclaves, donc servis, aux esclaves, agorum des champs, magis laborare de travailler plus, avec un fouet. Alors ce qu'on a là, c'est une scène typique hein, de l'Empire romain, enfin du monde romain, la République aussi. Et il faut pas du tout s'en choquer, hein. Honnêtement, il faut voir qu'à l'époque, les esclaves romains étaient extrêmement paresseux. Donc c'était tout à fait normal de les battre. Et à la rigueur, je dirais que ce serait pas si mal si on utilisait la même méthode aujourd'hui sur nos travailleurs et tout. Voilà. En fait, là, le maître est obligé de battre les esclaves, hein. Il est tout à fait en droit de le faire. Et c'est toujours comme ça qu'on faisait à l'époque. Voilà. Donc là, en fait, vous avez fait la connaissance avec Claudius. On va rester sur lui jusqu'à la fin de cette série de leçons, et après, je pense que je vous prendrai les textes originaux issus des textes, hein. Ce sera moins fatigant pour moi, mais ce sera mieux de toute façon. Mais là, je peux pas me le permettre, étant donné qu'ils sont tous trop compliqués. Claudius, en fait, c'est une espèce de romain modèle que j'ai choisi. Euh, Comme vous allez le voir, c'est une espèce de romain typique qui est une sorte de parangon des vertus romaines. Et là, vous voyez une de ces vertus, c'est la gentillesse envers ses esclaves, étant donné que euh, il pourrait le tuer, hein, c'est ce qu'il mériterait. C'est imbécile qui travaille pas assez. Donc, il est gentil de seulement le battre avec un fouet. Alors maintenant, on va passer au thème. Là, on va faire exactement l'inverse, hein. Je vous remets la phrase et vous allez devoir me la traduire en latin. Sachant que c'est nettement plus difficile, mais heureusement,
vous avez le souvenir de ce qu'on vient de voir. Donc, ce sera moins difficile pour vous. On refait le chemin en sens inverse. Où est notre sujet? C'est Claudius, notre sujet. Donc, en latin, on va dire Claudius. Le verbe, c'est regarder. Hein. Donc, en latin, on va dire, comme c'est l'imparfait, ce qu'on a vu avant, je vous ai mis dans les mots. On va mettre spectabat, les esclaves. Maintenant, c'est quoi le complément d'objet direct, hein? C'est les esclaves, donc servos. Et avec un adverbe, souvent ça se traduit pardon, par saepe. Donc Claudius saepe servos spectabat. Voilà, j'ai mis observabat, mais c'est pas important. Ça veut dire la même chose. Il pensait toujours. Comme je vous ai dit, il pensait, on va pas employer un pronom personnel, généralement en latin. On va le mettre en un seul verbe, sans rien d'autre. Donc, on va dire putabat. Et toujours, ça va se traduire par semper, adverbe, donc invariable. Donc, semper putabat. Mes esclaves ne travaillent pas bien. Où est le sujet? C'est mes esclaves, le sujet. Donc, on va utiliser un nominatif. Et comme esclave se traduit par servos en latin, et comme on va dire servi, puisque c'est du pluriel. Donc, nominatif pluriel, servi. Travailler, je vous ai mis que ça se traduisait pardon, par laborant. Et comme c'est une négation, on va mettre non avant. Donc, servi non laborant. Bien, ça se dit bene. Donc, servi non laborant bene ou servi non bene laborant, comme je vous ai dit, l'ordre des mots n'a pas grande importance en latin. C'est juste pour insister sur le mot qui est cité le premier. Peut-être qu'il déteste les chants. Peut-être, ça va se traduire par fortacer, adverbe. Il déteste, on va dire, odiebant. Alors peut-être, ça va se traduire par fortacer, adverbe. Pas besoin, encore une fois, de sujet, puisqu'il est inclus dans le verbe. Donc, il déteste odiant, en latin. Et là, les chants, c'est un complément d'objet direct, donc accusatif en latin. Comme il y en a plusieurs accusatifs pluriels, donc agros. Par Hercule, c'est une interjection. Je vous ai dit que ça se traduisait par Herculé. Donc, Herculé. Je n'aime pas, encore une fois, pas de sujet à citer en latin. Donc, amo, comme c'est une négation non amo. Les esclaves, accusatif pluriel, donc servos, puisque c'est un complément d'objet direct au pluriel. Bientôt, ils souffriront et pleureront. Bientôt, ça signifie, ça se traduit pardon par mox. Tolebunt, ça signifie, ça traduit, pardon, ils souffriront et pleureront, flebunt. Donc, mox tolebunt et flebunt. Alors là, maintenant, la dernière phrase compliquée. Aussitôt, il ordonnait avec un fouet aux esclaves de champ de travailler davantage. Alors, ça peut paraître compliqué, hein. On va commencer par le verbe qui fait aussi office de sujet, donc, puisqu'il n'y a pas de sujet exprimé ici. Il ordonnait. Il ordonnait à qui? Aux esclaves. Donc, on va utiliser servos au natif pluriel. Donc, servos. Alors, des champs, étant donné que, alors, il ordonnait quoi aux esclaves? De travailler davantage. Donc, travailler en français comme en latin, c'est infinitif. Et davantage, ça va se traduire par magis. Donc, max laborare. Les esclaves, ils sont des champs, donc on va associer un génitif pluriel aux esclaves, donc agorum. Donc, serves agorum magis laborare. Autre information, c'est avec un fouet, et c'est aussitôt. Donc, avec un fouet, on va utiliser le mot fouet à l'ablatif, puisque c'est un complément circonstanciel le moyen. Et aussitôt, ça va se traduire par statim, pardon. Donc, statim agorum serves flagello magis laborare. Voilà, on a enfin fini. Donc, cet exercice de version thème, je vais le faire à chaque fois, même si
Là, je pense que vous avez dû être un peu dérouté, hein, même si c'était une version et un thème facile. Vous allez vous habituer. On va faire ça à chaque fois. C'est comme ça qu'on progresse. Il n'y a pas 36 moyens en latin. Donc, à chaque fois, on va finir par là. Oui, à la prochaine.